Ils sont nombreux et depuis très tôt le matin, ils sont déjà à leur poste pour vous servir dans Matin Bonheur. Bonjour et bienvenue dans cette belle émission qui est là pour vous servir. Oui, je suis Wakili Alafé, je suis journaliste. La recette personnelle pour devenir aujourd'hui là, ce que je suis, où je suis, c'est à la fois facile et difficile. Devenir influent et incontournable, on n'y s'y prépare pas, ça arrive comme ça. Et aussi à force de croire en ce que l'on fait, parce que rien n'est acquis et il faut chaque fois remettre les choses et puis toujours être à l'épreuve. C'est des sacrifices, c'est une passion, c'est sortir très tôt ce soir le matin, rentrer très tard. C'est suivre tout ce que l'on fait, c'est aussi accepter d'admettre que l'on ne sait pas tout, qu'il faut apprendre et toujours apprendre, se frotter avec les aînés, ceux qui ont des expériences plus intéressantes. Et puis aussi, c'est être humble, être modeste. Chercher l'excellence, c'est cultiver certaines valeurs, c'est se dire qu'on n'est pas le pire et qu'on peut toujours s'améliorer et que ceux qui ont réussi, rien ne leur a été offert, ils ont travaillé, ils ont fait des sacrifices dans tous les domaines. Ceux qui réussissent, c'est ceux qui ont connu des échecs et c'est ceux qui ont toujours accepté de se remettre en cause et travailler. On a eu quand même quelques dévanciers qui ont été des modèles, qui sont des modèles à leur façon. Ils ont connu leur heure de gloire, la période où on a parlé d'eux. Donc quand on les a vus à l'œuvre, on a eu envie de faire du journalisme comme eux parce qu'ils ont été des modèles. Ils ont su inculquer ces valeurs, cette envie de travailler. Et c'est ce que nous, on essaie de partager aujourd'hui avec les jeunes qu'on a eu à former. Donc il y a une influence, il y a un impact qu'on peut avoir aussi sur des jeunes. On essaie de mériter un peu de leur confiance et d'essayer de répondre à leurs attentes. L'échec fait partie de la vie, l'échec fait partie des expériences et se présenter comme un homme ambitieux, un homme qui veut impacter sa génération, qui veut travailler et puis, comme a dit Kennedy, se poser des questions. Qu'est-ce que je peux faire pour mon pays? Les moments sombres, les moments difficiles, il y en a tout le temps. Il y a des difficultés personnelles, il y a des moments où nos supports ne marchent pas, il y a des moments où on rate des coups, il y a des moments où peut-être on veut réaliser tel projet, on ne parvient pas à le faire. Oui, il y a des jours difficiles comme ça, des jours sans. Je ne peux pas les comptabiliser, mais tout cela fait partie des épreuves et expériences de la vie. En 2002, j'avais voulu aller en exil. C'est juste une ou deux choses qui ont fait que je n'ai pas pu partir et je suis resté. Bon, aujourd'hui, je ne regrette pas, mais j'avoue qu'il y a eu des périodes où j'ai failli tout arrêter. Il y a eu des moments difficiles, mais il y a aussi une période difficile que j'ai vécue qui aurait pu m'inciter à tout arrêter, mais au contraire, cette difficulté-là m'a galvanisé. C'était en 2008, lorsque j'ai été arrêté, j'ai fait la prison, j'ai passé 45 jours en prison. C'est a priori une expérience négative, mais quand les gens venaient me voir, ils étaient en larmes, moi j'étais serein, souriant, ce qui est étonnant pour un prisonnier. C'est moi de ma prison qui leur remontait le moral. Et comme je l'ai dit, j'en ai retiré une capacité, une volonté de vaincre et de se battre. Après, je suis sorti. Il y avait un défi. J'arrête tout, je plaque tout, comme des amis ont proposé. Je m'exilais aux États-Unis, mener une nouvelle vie. Mais pour moi, c'était de la lâcheté. C'était une manière de fuir les défis et les challenges. Donc, j'ai préféré rester pour me battre. Et chaque jour, je me réveille avec un peu plus de confiance en moi, avec un peu plus de sérénité, avec un peu plus d'assurance. Et j'enchaîne les projets sans crainte par rapport à il y a 5 ans, 10 ans. Et les perspectives sont tellement bonnes. Mais j'avoue que ce n'était pas évident il y a 10 ans.
choisis un métier que tu aimes et tu n'auras pas l'impression de travailler. J'avoue que la lecture, les voyages, ce sont des passions pour moi. Et j'ai eu un métier qui va avec, qui permet de se déplacer, de bouger, de voyager, de rencontrer les gens. Et j'avoue que je n'ai pas vraiment l'impression de travailler. Je joins toujours l'utile à l'agréable. Et donc, lorsque l'on est conscient que l'on fait un métier digne, un métier de passion, un métier de rencontre, un métier qui permet d'avoir un impact sur la vie des gens, on le fait malgré les difficultés, on s'y consacre et puis le jour de gloire viendra, même si ça peut être à 60 ans. Voilà le coût de la motivation avec cet homme, on l'a dit, journaliste professionnel, éditorialiste et directeur de l'hebdomadaire L'Intelligent, Monsieur Alafé Wakili. Et on en profite pour saluer la merveilleuse dame qui se trouve à ses côtés. C'était influent à l'instant. Et vous l'avez entendu, chercher l'excellence, être humble, c'est important. Et aussi apprendre avec ses aînés. Nous, on en profite pour saluer tous ces aînés qui nous ont donné envie de faire ce métier et surtout d'être là devant vous. C'est un véritable sacerdoce que de vous servir tous les jours et on est là très tôt le matin. Allez, on part maintenant, si la réalisation nous le permet, avec nos appels WhatsApp. C'est quoi votre rituel matinal? Bonjour matin bonheur. Alors, moi au réveil, la toute première chose que je fais, c'est de prier. Prier parce que je suis consciente que je ne détiens pas le souffle de vie. Je suis consciente qu'il y a un être là-bas, là-haut, qui m'a fait grâce. Donc, je prends le temps de lui exprimer ma reconnaissance et de lui confier le reste de la journée à tous les niveaux. Alors, quand je finis la prière, j'ai un petit rituel à moi que je fais. Je prends ma Bible, je la tiens dans mes mains et je la serre fort contre mon cœur. Je veux dire, ce jour-là, même si je n'ai pas la force de l'ouvrir pour la lire, il faut que je fasse un câlin à ma Bible, quoi. Voilà. Quand je finis ça, j'écoute de la musique, de la très bonne musique, de la musique qui m'édifie, qui m'apaise, voilà. Et quand je finis ça, je fais ma cure d'eau. Après ma cure d'eau, je cours direct sous la douche. Généralement, je dure dans la douche. Voilà, je dure longtemps dans la douche. Quand je finis ma douche, je fais le ménage. Après le ménage, je prends le temps de vérifier si mon frère il est prêt pour l'école, parce que je suis l'aîné de ma famille. S'il est prêt pour l'école, c'est bon. Je prends mon petit déjeuner. Ça, c'est la partie que j'aime, quoi. Je dis toujours que ce que vous mangez le matin va déterminer la suite de votre journée. Je prends le soin de bien manger. Limite même, c'est même plus le petit déjeuner, quoi. Quand je finis ça, je me mets en route pour le boulot. Voilà ma routine chaque matin. Donc, je fais un gros coucou à toute l'équipe. Je vous envoie plein de bisous. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Et nous, on te souhaite une excellente journée aussi. Vous avez entendu son rituel chaque matin. Elle commence par la prière. C'est important, on est obligé de regarder là-haut. On n'a pas le choix. Et puis, elle se permet aussi d'autres choses comme une cure d'eau. C'est boire de l'eau le matin. C'est aussi important. On peut se permettre juste quelques minutes, 3, 4, 5 minutes de cure d'eau. Cela nous permet d'évacuer beaucoup de choses que nous avons, des choses désagréables. Et nous la recevons avec sa beauté, son sourire, mais surtout ce qu'elle a à nous offrir aujourd'hui. Madame Micheline Tanoedo, elle est coach happiness et leadership. Avec elle, comment se fixer les objectifs pour 2021 et surtout les atteindre. Bonjour, Madame Tanoedo. Bonjour, Anjoal. Vous allez bien? Super bien, et vous? Ben, on est là, on est très en forme pour vous servir. Magnifique. Alors, nous allons parler aujourd'hui, bien sûr, de comment se fixer les objectifs pour 2021 et les atteindre. Nous sommes en décembre, hein? Nous sommes à la fin de l'année, mais on verra aussi dans nos échanges s'il faut se les fixer en début ou en fin d'année. Alors, ce sera tout à l'heure. Mais pour commencer, est-ce qu'on peut définir c'est quoi un objectif?
Un objectif, c'est tout simplement, on va dire, un but, Oui. une destination qu'un individu ou une organisation s'engage à atteindre dans une période donnée. Dans une période donnée. Voilà, tout à fait. Alors, pourquoi est-il important de se fixer un objectif? C'est important de se fixer un objectif tout simplement parce que, par essence, l'être humain, la majorité des personnes se sentent bien, sont satisfaits lorsqu'ils avancent. D'accord? Lorsqu'ils partent d'un point B à un point, d'un point A à un point B, pardon, et lorsqu'il y a une croissance personnelle. Donc, l'objectif permet de croître. Ensuite, c'est important de se fixer un objectif, c'est utile de se fixer un objectif parce que se fixer un objectif permet de fixer, on va dire, les priorités. D'accord? Imaginez-vous, Angeval, vous vous réveillez le matin, vous commencez votre journée sans objectif. Ça veut dire quoi? Votre cousin va vous appeler. Angeval, est-ce que tu peux m'accompagner quelque part? Vous partez. Après, quelqu'un d'autre vous appelle. J'ai un programme, je ne peux pas faire telle action. Est-ce que vous pouvez le faire? Est-ce que tu peux le faire pour moi? Vous partez. À la fin de la journée, qu'est-ce qui se passe? Vous avez réalisé les rêves des autres. Vous avez aidé les autres à atteindre leur but et vous n'avez rien fait pour vous. Et bonjour les frustrations. La troisième chose, on a la confiance en soi. Lorsqu'on se fixe des objectifs et qu'on les atteint par petits pas, on gagne confiance en soi, on gagne en assurance et on grandit. Et la quatrième chose, c'est qu'on réalise nos rêves lorsqu'on se fixe des objectifs. Parce qu'en réalité, on ne peut pas atteindre un objectif qui n'est pas fixé. Et lorsque les rêves restent dans la tête, on ne les réalise pas. Le fait de se poser un moment, écrire les étapes pour atteindre, se fixer des objectifs qui vont nous permettre de réaliser nos rêves, c'est un signal qu'on envoie à notre esprit pour lui dire que voilà où est-ce que je m'en vais. Donc, il faut les énumérer. Voilà. Sinon, le risque, c'est que l'esprit, lui, il répète les habitudes. Oui. Donc, le risque, c'est qu'on va rester dans les mêmes habitudes et finalement, on ne va pas avancer. Voilà. Alors, on ira pas à pas pour vous permettre de bien comprendre parce que nous sommes en fin d'année donc et nous allons parler, je l'ai dit, comment se fixer les objectifs et surtout les atteindre. Vous avez évoqué tout à l'heure la période, une période donnée. C'est nécessaire de forcément rester dans une période, on ne peut pas aller au-delà si on sent qu'on n'a pas peut-être atteint ce qu'on veut. En réalité, l'objectif se détermine, on est d'accord, pour un temps donné. D'accord? Maintenant, on a l'habitude de le fixer en début d'année ou en fin d'année parce que la plupart des personnes prennent l'année comme unité de temps. Oui. D'accord? Maintenant, c'est au choix. Celui qui veut se fixer un objectif chaque 3 mois peut le faire. Ça, c'est des objectifs à court terme. Mais l'idéal, c'est de partir du long terme, ensuite le moyen terme et le court terme. Donc, on commence par se fixer un objectif, on va dire, dans 5 ans, où est-ce que je voudrais être dans ma vie et dans ma carrière dans 5 ans. Et ensuite, on descend, si je veux être à ce niveau dans 5 ans, dans 3 ans, où est-ce que je dois être dans 3 ans? Où est-ce que je suis censée être dans 1 an? Et on découle jusqu'à 1 mois et 1 jour. Voilà. Alors, objectif à se fixer, on prend le mois de décembre ou on prend janvier? Début d'année ou fin d'année? Généralement, on fait le... Généralement, hein, comme je le dis, c'est au choix. Mais ce qui est plus, je pense, qui est plus utile et qui serait plus intéressant, c'est de le faire en décembre. D'accord? Vu que avant de fixer un objectif, vu qu'on part d'un point A pour un point B, d'accord? Donc, au point A, il faut se demander où est-ce que j'en suis. Donc, où est-ce que j'en suis durant toute cette année qui s'est écoulée? C'est pourquoi, généralement, on le fait en fin d'année. Maintenant, où est-ce que je veux aller l'année prochaine? Voilà. Donc, des questions très importantes à se poser. Tout à fait. Alors, on va maintenant passer à un autre aspect. Je pense que vous l'avez plus ou moins évoqué, mais on va aller plus en profondeur pour nos téléspectateurs, pour qu'ils puissent bien comprendre les étapes à suivre pour pouvoir se fixer les objectifs. Alors, je vais simplifier le processus. Oui, d'accord. Bien sûr. Alors, comme je le signifiais tout à l'heure, se fixer un objectif, c'est se dire je suis à l'état A, et je voudrais aller au point, je suis au point A, je voudrais aller au point B. D'accord? Donc, vu que je suis au point A et que je voudrais aller au point B, avant de dire comment est-ce que je fais pour arriver au point B, c'est important de se dire au point A où j'en suis. Où est-ce que j'en suis au point A?
faire l'état des lieux. D'accord? Quelle est ma situation? Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que je n'ai pas? Et où est-ce que je veux aller? Donc, quand on fait le point, ensuite, on se dit, pour fixer un objectif, il y a un petit secret que je veux donner ici, c'est d'ouvrir les possibilités. D'accord? Généralement, les personnes fixent des objectifs en regardant les autres, l'évolution des autres. Mais ouvrez-vous le champ de possibilités et dites-vous, si je n'avais pas de frein, qu'est-ce qui serait possible pour moi? Ça change quelque chose, cette question. Bien sûr, bien sûr. Et donc, quand vous le dites, vous avez une vision de là où vous voulez aller. Et maintenant, vous écrivez dans un an, dans ma vie familiale, par exemple, ou ma vie professionnelle, voilà l'objectif que je veux atteindre. Ensuite, lorsqu'on a fixé l'objectif d'un an, on part sur la période d'un an pour simplifier les choses. Lorsqu'on a fixé sur un an, on se dit, il faut subdiviser l'objectif. Disons que je veux atteindre, je suis entrepreneur ou chef d'entreprise, je veux atteindre un chiffre d'affaires, on va dire, de 12 millions par an. Oui. Je me dis, OK, je vais atteindre 12 millions par an. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que chaque mois, je suis censée faire 1 million. Chaque trimestre, je fais 3 millions. Mes calculs, mes comptes sont bons. Voilà, donc l'idée est là. Oui, en fait, il faut subdiviser l'objectif et ensuite se dire, pour faire 1 million chaque mois, quelles sont les actions que je mène? D'accord? On définit l'objectif, on subdivise l'objectif et ensuite on donne les actions, les étapes qu'il faut franchir pour atteindre cet objectif. Et les deadlines, bien sûr. Donc, ça veut dire que le premier mois, je fais quoi? Le deuxième mois, je fais quoi? Le troisième mois, je fais quoi? Et ensuite, on fixe les indicateurs. Les indicateurs, c'est des éléments qui vont me permettre de savoir à mi-chemin si je suis sur la bonne voie. Oui. D'accord? Donc, dans ce cas de figure, l'indicateur peut être le chiffre d'affaires simplement d'un mois ou bien le nombre de clients qui correspond au chiffre d'affaires du mois. Oui. D'accord? Donc, même au chiffre d'affaires de chaque 3 mois. Tout à fait, tout à fait. Le sujet aujourd'hui, quel cadeau choisir pour mon enfant? Nous sommes en décembre. Donc, c'est important de penser à cela, M. Zabi? Plus qu'important. Oui. Plus qu'important parce que offrir un jouet, ce n'est pas un jeu. Oui. Et donc, il faut le préparer. Voilà, vous allez comprendre pourquoi ce n'est pas un jeu, ce sera dans le développement de notre sujet d'aujourd'hui. C'est vrai qu'on veut offrir un cadeau, mais avant, il y a quelque chose à faire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a beaucoup de choses à faire. La première chose à faire, c'est que les parents se parlent eux-mêmes d'abord. Oui. Il faut que les parents se disent que offrir, ce n'est pas un jeu. Donc, on ne peut pas le faire à l'emporte-pièce. On ne se réveille pas un matin, on a envie d'offrir, donc on achète le premier jouet à portée de main et puis on l'offre. Non, ce n'est pas comme ça. Si on le fait comme ça, on ne va pas atteindre l'objectif du jouet, en fait. Deuxième chose à faire, il faut que le parent sache que ce qu'il a à offrir, c'est un jouet qu'il offre non pas à un adulte, mais à un enfant qui est susceptible de vouloir le découvrir. Donc, on peut acheter le jouet aujourd'hui et le jouet peut être abîmé aujourd'hui. Oui. Il faut que le parent il soit préparé à ça. Oui. Parce que s'il n'est pas préparé à ça, on assiste souvent à des conflits entre parents et enfants. Je veux dire, on bastonne l'enfant parce qu'il a abîmé quelque chose qui nous a coûté cher. Et c'est très courant dans nos familles. C'est courant. Donc, il faut que le parent soit préparé à ça. Je suis en train d'offrir un jouet, même s'il m'a coûté une fortune, mais je suis en train de l'offrir à un enfant qui a une forte envie de découvrir. Donc, il peut chercher à le découvrir vraiment en le démontant totalement. C'est possible que ça arrive. Donc, les parents doivent commencer par se parler, à eux-mêmes d'abord. Une autre chose qu'il y a à faire, c'est de pouvoir découvrir, de connaître l'enfant. Connaître l'enfant dans ses potentialités, dans ses capacités. Connaître l'enfant également dans ses goûts, dans ses centres d'intérêt. Parce que si on ne fait pas cet exercice-là, on peut offrir un jouet à un enfant qui ne va jamais l'utiliser. Ou alors, il va garder le jouet et puis il va s'intéresser au jouet du voisin. Ça arrive couramment. Vous me permettez comme ça de rentrer déjà dans le sujet. C'est vrai qu'on en parlera avec notre cas pratique tout à l'heure. Mais que faut-il faire si le goût de l'enfant n'est pas du goût, permettez-moi de me répéter, eh bien, des parents? Si le goût de l'enfant n'est pas du goût des parents, ou alors si le goût des parents ne coïncide pas avec le goût de l'enfant, il y a une chose à faire. C'est pourquoi le préalable existe ici. Il faut que les parents fassent l'exercice de la découverte de l'enfant
bien longtemps avant la période où on va décider d'offrir. Je veux dire, on sait par expérience que décembre, c'est le mois où, ici, particulièrement, on aime bien offrir. Bien évidemment, il n'y a pas qu'en décembre qu'on offre, hein, mais décembre, c'est la période par excellence où on offre. Donc, il faut préparer décembre dès janvier déjà, dès février. Faire asseoir l'enfant. Supposons, par exemple, que j'ai envie de te faire un cadeau en décembre. Quels sont les cadeaux que tu aimerais? Cite-moi 3-4 exemples de cadeaux. L'enfant va il va vous citer des cadeaux qu'il aurait bien aimé avoir en décembre. Et parmi ces cadeaux, parmi ces choix, s'il y a des choix, par exemple, qui ne vous conviennent pas, je dis, par exemple, un enfant qui dit moi, j'ai bien envie que tu m'offres un pistolet mitrailleur. Oui. Bon, moi, le père, sachant que ça, ce n'est pas bon pour lui, j'ai tout le temps pour le convaincre de ce qu'il faut qu'il abandonne ce choix-là. Le convaincre, non pas avec la force, le convaincre avec des arguments qu'il puisse comprendre. Le convaincre dans une période où on ne pense pas cadeau, parce que janvier, février, mars, on est en plein dans l'année scolaire. On est en plein dans l'année scolaire, mais on est en train de préparer décembre. Oui. Vous savez, offrir un jouet, c'est un acte éducatif. Et tout acte éducatif a besoin d'être soigneusement préparé. Donc, on a besoin de préparer ces cadeaux-là. On ne le fait pas. C'est pourquoi les gens, ils ont l'embarras du choix en décembre. C'est pourquoi les parents, ils sont déboussolés en décembre. Parce qu'ils ne prennent pas le temps de préparer cette période-là. Ils ne connaissent même pas les goûts des enfants. Et on offre n'importe quoi. N'importe quoi et tout. Et puis, on est surpris des résultats. Vous savez, l'éducation, c'est quelque chose de très important. Et qui s'est fait de façon tellement insidieuse que si on y prend garde, on formate un enfant à quelque chose auquel on ne le destine pas, en fait. Et on est surpris du résultat. Donc, offrir un cadeau, c'est tellement important qu'il faut le préparer un an à l'avance. Un an à l'avance, il faut il faut évaluer les besoins, il faut savoir le goût de l'enfant, le goût des parents aussi, et puis on a les capacités de l'enfant. Les capacités de l'enfant. Il faut que le jouet qu'on va décider de lui offrir soit adapté à ses capacités, ses potentialités. L'enfant, je prends un exemple, vous offrez un vélo, je ne sais pas moi, d'un enfant de 10 ans à un enfant qui a 2 ans, il ne peut pas le rouler. Il ne peut pas le rouler parce que ce n'est pas adapté à ses capacités. Vous allez offrir, par exemple, un jeu qui est hors des capacités intellectuelles de l'enfant, ben, évidemment, il va le laisser là et puis il va s'intéresser à autre chose. Oui. Parce que ce n'est pas adapté à son niveau. Mais pour question très simple, il y a des parents comme ça qui se disent je vais lui offrir tel jouet parce que j'ai envie d'aider mon enfant à bien grandir et à vite grandir. L'erreur que les parents commettent, c'est de croire que c'est à eux-mêmes qu'ils font un cadeau. Parce que décider que mon enfant, je vais lui offrir ça parce que ça va me donner tel résultat, vous n'êtes pas votre enfant. Vous n'êtes pas votre enfant et votre enfant n'a pas vos capacités. Donc, vous n'avez pas à décider sans faire un minimum d'études sur l'enfant. Connaître ses capacités. Celui à qui j'ai envie d'offrir tel type de jeu, est-ce qu'il est capable d'en user correctement? Est-ce qu'il est capable de reconnaître ce jeu-là à sa juste valeur? Est-ce qu'il est capable d'apprécier? Est-ce que ce jeu est capable d'apporter quelque chose à sa vie? Parce que le jeu a des objectifs, bien évidemment, dont il faut tenir compte. Si on ne tient pas compte de l'objectif du jouet, qu'on croit que le jouet, c'est bof, quelque chose comme ça, bien évidemment, on peut ne pas atteindre les objectifs. Alors que le jouet s'intègre au système éducatif. Le jouet, comme je l'ai dit, offrir un jouet, c'est un acte éducatif d'importance. Et tous les actes éducatifs ont un rôle à jouer dans la croissance de l'enfant. Croissance physique, croissance intellectuelle, croissance psychologique, croissance sociale, croissance émotionnelle. Donc, il faut que le jouet s'intègre dans chaque partie, dans chaque compartiment de la vie de l'enfant à ces différents niveaux que je viens de citer. Merci beaucoup. On va poursuivre dans quelques instants seulement et on va partir avec cet élément. Il faut le dire, il est de tradition d'offrir un cadeau pour la fête de Noël, généralement aux enfants, mais peut-on offrir n'importe quel cadeau à son enfant? On en parle encore avec ce micro-trottoir. Un enfant de 5 ans qui demande un téléphone, un smartphone, je ne pense pas que c'est forcément quelque chose qu'il faut avoir à son âge. Je ne pense pas qu'un enfant peut imposer un cadeau à un parent. Il ne m'impose pas le cadeau qu'il veut, c'est moi qui lui achète un cadeau. Le cadeau qu'il veut, selon mes moyens, j'achète ça. Si je n'ai pas les moyens du cadeau qu'il veut, j'achète un autre cadeau pour lui blaguer avec. De préférence, je casse la tête pour chercher le cadeau dont l'enfant demande. Parce que c'est un homme de métier, il travaille pour mon enfant. Si l'enfant pleure ou part au supermarché, que l'enfant voit un cadeau,
qui est au-dessus des moyens de moi, le parent, il doit amener l'enfant à la raison pour lui faire comprendre que non, le cadeau qui est là n'est pas nécessaire. On ne peut pas subir aux caprices des enfants. Vous subissez aux caprices des enfants, à la longue, ça sera vraiment une gangrène pour toi-même. Il faut amener les enfants à certaines valeurs. Je pense qu'il y a des cadeaux en fonction d'âge. Un enfant de 2 ans a droit à un cadeau qui est égal à un enfant de 2 ans. Parce que je pense que c'est ce qui fait aujourd'hui que les enfants sont devenus envieux. Parce qu'aujourd'hui, regardez un peu, un enfant à bas âge, c'est que tu ne peux pas terminer parce que ton enfant, il dit, il veut un téléphone. Un enfant de 5 ans ou 6 ans qui demande déjà un téléphone, tu penses que tu ne vas pas finir encore de payer ses coûts, ou bien ce qui sont les plus importants, tu vas aller lui acheter un téléphone. Et demain, si tu n'en aimes pas, cet enfant, il devient quoi? C'est ça le vrai problème. Il faut connaître son enfant, quoi. Il faut offrir un cadeau qui peut être utile à l'enfant. Pendant les fêtes, il n'y a pas que les cadeaux. Il faut habiller les enfants, il faut manger au moins différemment des jours ordinaires. Donc si on doit mettre l'argent, tout l'argent là dans les cadeaux, ben on fait quoi? Dès le bas âge, il faut faire comprendre à votre enfant que mon fils, ça là je ne peux pas. Donc l'enfant sait ce que sa mère ou son père est capable de lui offrir. Je ne peux pas te donner ce que je ne peux pas acheter. Je ne vais pas voler pour venir te faire plaisir. Parce que quand tu habitues l'enfant à ça, le jour que tu ne peux pas là, il devient quoi? Un voleur. Ah là là, j'aime le sujet d'aujourd'hui. Quel cadeau offrir à son enfant? On a vu là les parents se déchaînent et tout. Alors, on a suivi M. Zahabi, pas imposer un cadeau. L'enfant ne peut pas m'imposer aussi un cadeau selon mes moyens. Je me casse la tête pour lui offrir un cadeau. Les parents cherchent les moyens pour faire toujours plaisir. C'est ça l'objectif premier. C'est vrai, je les comprends, mais ce micro-trottoir me renseigne sur nos mentalités. C'est-à-dire qu'on est dans l'improvisation tous azimuts à tout moment. Il faut qu'on arrête avec ça. Il faut qu'on arrête avec ça, l'improvisation. Si vous attendez en décembre pour chercher le cadeau de l'enfant, évidemment, les problèmes de moyens vont se poser. Mais si vous commencez à cotiser 200 francs par jour, tous les jours de la semaine, pendant 365 jours, ça vous fait 72 000 en fin d'année. Avec 72 000, vous n'aurez aucun problème pour offrir n'importe quel cadeau à votre enfant. Ça, c'est déjà un problème. C'est déjà un point pour résoudre le problème des moyens évoqués par les parents. C'est parce qu'ils ne se préparent pas. Ils ne préparent pas la chose. Deuxièmement, on évoque le fait qu'il n'y a pas que les jouets à offrir aux enfants, il faut leur offrir à manger. Tout ça, c'est... Oui, il y a le train-train quotidien, M. Zahabi. Tout ça, c'est l'improvisation. Comme je suis en train de vous dire, si vous prenez une tirelire, vous mettez ne serait-ce que la pièce de 100 francs dedans, chaque jour pour le jouet de votre enfant, en fin d'année, ça vous fait 36 500 francs. Vous n'avez pas 100 francs, ça ne peut pas vous distraire de votre train quotidien. Ce n'est pas possible. J'aime bien le mot distraire. Alors, selon vous, M. Zahabi, on va rester un peu sur ces cadeaux à offrir. Selon vous, quels sont les cadeaux à offrir? Comme je l'ai dit, oui. Il faut tenir compte, contrairement à ce que les parents ont eu à dire là. Oui, parce qu'on a entendu des cadeaux qui ont été même cités dans ce micro-trottoir. Oui, oui, il y a des parents qui ont parlé de tenir compte de l'âge et tout. C'est important, c'est vrai. Mais le cardinal, ce n'est pas l'âge de l'enfant. Parce que l'âge peut ne pas coïncider forcément avec les besoins de l'enfant. Vous savez, il y a une erreur que les gens commettent en général par manque d'information. Il y a ce qu'on appelle l'âge biologique de l'enfant. Un enfant peut avoir 10 ans biologiquement, parce qu'il est né en 2010, par exemple. Donc en 2020, il a 10 ans. Mais il a un âge mental qui peut être supérieur ou inférieur à 10 ans. Il peut avoir 10 ans d'âge biologique et avoir 5 ans d'âge mental. Et donc, ses besoins sont indexés sur son âge mental. Ses besoins, ses capacités, ses potentiels sont indexés sur son âge mental. Donc, un tel enfant, si vous tenez compte de ses 10 ans, vous allez lui offrir un jouet qu'il ne peut même pas utiliser. C'est-à-dire que vous êtes en train de gaspiller votre argent. Et on le voit dans certaines familles. On dit, mais je lui ai offert un cadeau, mais il ne l'utilise jamais. Pourquoi il ne l'utilise pas? La question reste là. Parce que ce n'est pas adapté à l'enfant. On ne prend pas la peine de connaître l'enfant, de connaître ses besoins. Donc, il faut tenir compte de son âge, de son âge biologique, c'est vrai, mais surtout de son stade de développement. Vous savez, quand l'enfant naît, il n'a pas besoin de cadeaux avant ses 3 mois. Il a juste besoin qu'on lui donne beaucoup d'amour et de câlins avant 3 mois. C'est après 3 mois,
entre 3 mois et 6 mois, il a besoin qu'on éveille ses sens jusqu'à ce qu'il ait 2 ans. L'âge où va apparaître la première crise, en fait, que l'être humain expérimente. Donc, il a besoin qu'on éveille ses sens. Okay. Donc, il faut lui offrir des jouets qui éveillent ses sens. Des jouets, par exemple, qui font du bruit, des jouets qui donnent de la lumière. Ça, c'est ce qu'on peut offrir à des enfants qui sont encore des bébés. Je ne parle pas des bébés en dessous de 3 mois. En dessous de 3 mois, je l'ai dit, il ne sait rien. Et puis, il faut tenir compte d'un aspect sécuritaire très important. Parce que si vous lui offrez des choses, c'est la période où l'enfant commence à découvrir les choses. Donc, il explore le monde. Il explore le monde avec ses sens. Le goût, le toucher, l'odorat, la vue, etc. Donc, il a tendance à rapporter beaucoup de choses à sa bouche. Si vous lui offrez des choses, par exemple, comme des pierres, des choses, des perles, des trucs qu'on peut avaler facilement, vous êtes en train de mettre à mal sa sécurité physique. Oui. Merci. Vous restez en notre compagnie. On va terminer cette émission tout en saluant des personnes qui travaillent avec nous, qui se lèvent très tôt le matin aussi pour être là. Aujourd'hui, ils ont 1 an de plus. Nieto Nda Aristide, les stagiaires à l'édito. On a Bamba Adama et Guy Noël qui sont aussi cadreurs. Voilà, appréciez le look, le gilet, les lunettes, le chapeau aussi, un mélange de bleu, de rouge. Allez, on se permet comme ça un petit malin et tout. Voici Miss Aristide que vous venez de voir. Merci à la réalisation, merci à toutes nos équipes qui ont travaillé sur Matin Bonheur de ce jour. Et enfin, un petit coucou à Alix qui va nous retrouver très bientôt pour la suite de ce matin rempli de bonheur que nous vous offrons sur RTI. Que Dieu vous garde, portez-vous bien et plaisir de vous retrouver demain. Au revoir.